Bonjour à tous. Alors normalement on s'est vu hier, mais bon, moi je fais un postdoc, enfin je commence aujourd'hui un postdoc à l'ENSTA, à l'équipe POEMS, en homogénéisation des équations des ondes et de l'équation de Maxwell. Entendons. Ok, et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de transformer de Fourier et l'équation de la chaleur sur R. Alors bon, je savais pas trop qu'est-ce qui était adapté à vous. Donc ce sera peut-être trop facile, peut-être trop dur. Bon, sûrement trop facile, mais on verra. Et alors j'ai choisi de parler de ça parce que moi c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire des EDP. Euh, parce que donc, je fais des EDP, je ne sais pas si homogénéisation ça vous avait parlé, mais c'est des EDP. En fait, c'est un des une des premières applications de l'analyse fonctionnelle aux EDP que j'ai vu et que j'ai trouvé très puissante et intéressante. J'avais beaucoup aimé l'analyse fonctionnelle, donc j'ai trouvé que c'était une bonne manière de l'adapter. Donc ben, on va parler un peu de transformée de Fourier, je pense que vous en connaissez un peu, et puis un peu de l'équation de la chaleur, vous en connaissez peut-être un tout petit peu moins, et voir comment ça se relie. Alors, donc on s'intéresse à l'équation en dérivée partielle qui est écrite ici. Donc une équation en dérivée partielle, c'est une équation qui réduit les dérivées partielles d'une fonction. Donc ici, c'est celle de ce qu'on appelle l'équation de la chaleur. Elle dit que la dérivée en temps de, de la température est égale à la dérivée seconde en l'espace de cette température. Donc c'est l'équation de la chaleur sur une barre infinie. Cette égalité, elle existe pour tout temps positif sur la barre sur R. Et pour une équation dérivée partielle, il faut donner une condition initiale. Donc c'est la deuxième équation qui demande qu'à l'instant initial, le profil de chaleur il soit donné par la fonction U0. Donc on part d'une fonction U0 et après on se demande comment ça évolue avec la première équation, l'équation qui dit que la dérivée en temps est égale à la seconde dérivée en espace. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire sur des équations en dérivée partielle. Alors, la première chose à savoir, je ne sais pas si on a déjà vu un peu, mais on s'en rend vite compte, c'est que leur résolution est beaucoup moins systématique que les équations différentielles ordinaires, les EDO. Les EDO, il y a des théorèmes à la Cauchy-Lipschitz qui résolvent à peu près un peu des grandes classes d'équations qui rentrent dedans. Les équations de dérivée partielle, dès qu'on change un petit truc, ça change les classes d'équations et c'est beaucoup plus dur d'avoir des méthodes générales. Donc, faut des méthodes qui soient adaptées à chaque type d'équation, voire chaque équation. Et notamment, c'est dur d'avoir des expressions explicites de la solution. Ok. Aujourd'hui, en fait, nous, on va faire ça. On va chercher une expression explicite de la solution. Et alors d'abord, on va montrer, enfin en faisant ça, on va montrer ce qu'on appelle le caractère bien posé de l'équation. Ça veut dire qu'on va montrer que dans un certain espace de fonction, donc ici j'ai juste marqué régulier, mais on précisera après, et donc que dans cet espace de fonction-là, il existe une unique solution à cette équation. Donc quand on se donne une condition initiale U0, il existe une unique solution à l'équation. Alors on peut faire d'autres choses sur les équations en dérivée partielle. Le fait de montrer que c'est bien posé, donc c'est unique et qu'il existe une solution, c'est un peu pas la base, mais enfin c'est un peu le premier truc auquel on s'intéresse. Mais il y a d'autres questions. Il y a des questions de comportement en temps long, de comportement de la solution en général en temps long, quand on change des paramètres, de stabilité aussi de ces équations. Si on change un peu la condition initiale, si on change un peu les paramètres, est-ce que ça change un peu la solution ou est-ce que ça change beaucoup la solution? euh, des questions d'approximation. Moi, je faisais ça dans ma thèse, d'approximation des solutions. Voilà. Alors, donc, revenons à l'équation de la chaleur. Donc, notre but, nous, c'est de montrer, je vais marquer dans S de R, que la solution est bien posée, et de trouver une expression explicite de cette solution. Et donc pour ça, on va d'abord parler un peu de transformée de Fourier, parce que je vous ai dit que c'est ça qui va nous servir à la résoudre. Ensuite, faire la résolution en tant que telle, et on parlera un tout petit peu d'effets régularisants. Alors, donc transformée de Fourier. Alors, rappel ou pas, je ne sais pas. Comment on définit la transformée de Fourier? Alors, il y a des conventions, mais en général, les formules se ressemblent. Donc, on commence par la définir pour des fonctions L1. Donc, on la définit avec la formule qui est ici. Si on prend une fonction f qui est dans L1, on définit sa transformée de Fourier, qui est une fonction de L infini, suivant la formule qui est là. Alors,
Donc c'est là, je ne sais pas du tout si c'est évident comme calcul ou pas, mais donc pourquoi c'est bien défini et pourquoi c'est L infini? Parce que si on veut majorer l'intégrale qu'on a écrite ici, enfin si on veut voir si elle est définie, on la regarde en l'intégrale de la valeur absolue. Donc bon, ce que j'écris là, l'exponentielle elle disparaît parce que c'est le module 1, et donc il ne reste plus que l'intégrale de f de x dx, et ça c'est exactement la norme L1 de f. Voilà, et donc l'intégrale est bien définie et elle est majorée dans L infini pour tout, enfin elle est majorée pour tout xi par la norme L1 de f, donc elle est bien dans L infini. Ok. En fait, c'est même continu, on peut le montrer, c'est continu facilement. Et alors, il y a deux propriétés, enfin, il y a une propriété qui nous intéresse, puis il y a la propriété miroir que j'ai écrite aussi. Donc, la propriété qui nous intéresse, c'est que la transformée de Fourier, elle transforme les dérivations en espace, donc les dérivations dE de df, en une multiplication dans l'espace des fréquences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde la transformée de Fourier de la dérivée d'une fonction, en fait, ça, c'est égal à xi, donc la multiplication de xi, xi c'est la fréquence, fois la transformée de Fourier de f. Okay, et ça c'est puissant parce que une dérivation en espace c'est dur à gérer souvent dans les équations, alors que bon, une multiplication par xi ça l'est moins. Donc c'est une propriété, c'est ça qui va nous servir en fait. Et donc la propriété miroir, c'est que ça transforme les multiplications dans les espaces en espace par une dérivation en fréquence. Donc c'est la propriété miroir qui est écrite en dessous. Voilà. Et alors, donc maintenant, nous, on s'intéresse à des espaces de fonctions particuliers qu'on appelle les espaces de fonctions de Schwartz. Donc là encore, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc c'est des fonctions qui sont C infini et qui décroissent plus vite à l'infini que tout polynôme. Donc elles décroissent à l'infini, et toutes les dérivées, pardon, et plus vite que tout polynôme. Ça veut dire que si on prend un polynôme exponentiel, enfin un x puissance moins quelque chose, la fonction elle va décroître plus vite que lui à l'infini, et aussi toutes ses dérivées. Donc par exemple, avant de commenter la formule, les fonctions C infini, les fonctions C infini à pouvoir compact, elles décroissent plus vite que tout polynôme parce que bon, enfin, elles sont 0 à l'infini, donc évidemment elles décroissent plus vite qu'un polynôme. Bon, un exemple un peu plus concret, c'est les gaussiennes, donc là typiquement exponentielle moins x2. Pardon. Exponentielle moins x2, ça décroît plus vite que n'importe quel polynôme. C'est la croissance comparée qu'on voyait au lycée. Ok, et donc comment on quantifie le fait que ça décroisse plus vite que n'importe quel polynôme en plus infini? C'est que le sup de une puissance de x fois n'importe quelle dérivée de la fonction, c'est borné. Ok, donc c'est comme ça qu'on définit l'espace des fonctions de Schwartz. Quand on voit les exemples là et quand on essaie d'y penser un peu, on se dit bon, en fait on a un peu tout trouvé les exemples de fonctions qu'il pourrait y avoir, mais en fait c'est assez gros l'espace des fonctions de Schwartz. Enfin, il y a beaucoup de fonctions quoi. Il y a déjà tous ces infinis à support compact, et on sait que c'est infini à support compact, il y a beaucoup de fonctions. Ok, et donc pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'en fait, c'est le bon espace de fonction pour manipuler notre problème, parce qu'il est adapté à la transformée de Fourier, on va le voir juste après, et parce que c'est un espace de fonction régulier. L'espace de fonction régulier, c'est pratique pour les équations de dérivée partielle. Alors après, c'est pas forcément ce qu'on étudie le plus dans les équations de dérivée partielle, parce que on cherche à notamment montrer l'unicité dans des espaces beaucoup moins réguliers, voire s'intéresser à des solutions faibles. On verra si on en reparle un peu à la fin. Donc revenons à la transformée de Fourier. Le résultat important, c'est que la transformée de Fourier, qu'on restreint aux fonctions C infinies à support compact, qui sont des fonctions L1, elle s'étend en un opérateur sur l'espace de Schwartz, qui est un opérateur qui envoie l'espace de Schwartz dans l'espace de Schwartz. Donc ça demande à être montré. Mais en fait, c'est relié aux propriétés qu'on avait vues au départ, que ça transforme la multiplication en la dérivation, parce qu'on a vu que c'était les deux choses importantes sur l'espace de Schwartz.
Donc on est content parce que donc ça c'est défini sur l'espace de Schwartz, la transformée de Fourier, et également, puisque ça envoie cet espace dans lui-même, on peut toujours définir une opération inverse, ce qui n'était pas vrai pour les fonctions L1. C'est pas, la transformée de Fourier d'une fonction L1 n'est pas forcément une fonction L1, donc on ne peut pas définir l'inverse de l'opérateur de Fourier sur L1. Et donc, ça nous permet de définir l'opérateur inverse, l'opérateur qui, si on l'applique à Fourier, ça ne change rien. Et donc, la formule ressemble, il y a une normalisation, 1 sur 2pi. Alors, si on avait normalisé différemment la transformée de Fourier au départ, ce serait différent ici, mais bon, peu importe, les normalisations, c'est pas très important. Et il faut changer le signe dans l'exponentielle. Mais en fait, ça ressemble beaucoup, quoi. C'est essentiellement la transformée de Fourier. Voilà, donc maintenant on a tous les outils pour résoudre notre équation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va brutalement, on prend l'équation au dérivé partiel, donc la dérivée de u est égale à la dérivée seconde la dérivée en temps est égale à la dérivée seconde en espace, et on applique la transformée de Fourier à ça. Donc on obtient que les transformées de Fourier, que les transformées de Fourier sont égales, et donc maintenant on voudrait un peu sortir les dérivés ou obtenir une équation sur la transformée de Fourier. Donc, à droite, c'est facile parce qu'on a vu la propriété qui dit que la transformée de Fourier elle transforme la dérivation en une multiplication. Donc, on passe de, je sais pas si non, il n'y a pas de pointeur, de la transformée de Fourier de la dérivée seconde en espace en moins que xi carré fois la transformée de Fourier, f de u. Et de l'autre côté, on applique un théorème de dérivation sous l'intégrale. Ok. Et donc ça nous donne l'équation qui est écrite en bas. Et donc là, on a gagné beaucoup parce que si on fixe xi, ce qui est écrit ici, c'est une simple équation différentielle ordinaire en t. D'accord. Donc c'est qui est vérifié par f de u de t xi. Alors je vais peut-être indiquer ce que c'est que f de u de t xi. C'est pas forcément très clair la signification. Alors j'ai perdu les clés. Donc, quand on écrit f de u de t xi, en fait, c'est la transformée de Fourier que en xi. Alors, comment on peut l'écrire pour que ce soit plus... donc, c'est la transformée de Fourier de la fonction qui a x associe u de tx. Ok. Donc t ici, il reste, c'est un paramètre, c'est pour ça qu'on l'indique ici. Et cette transformée de Fourier, il faut l'évaluer en un paramètre de fréquence xi. Donc f de u de t xi, c'est en fait la transformée de Fourier simplement en espace. Donc si on l'écrit explicitement, quoi, c'est u de tx exponentielle moins i x xi. Donc il y a le t qui est toujours un paramètre dans l'équation. Voilà. Donc, l'équation qui est écrite en bas, c'est une axi fixée, c'est une équation différentielle ordinaire sur cette fonction de t, avec un paramètre xi. Et donc, on va vouloir la résoudre, ce qu'on va faire maintenant. Et donc, bon, ça vous savez faire. On obtient que la transformée de Fourier de u de t xi est donnée par donc a de xi, qui est la donnée initiale, la donnée initiale de l'UDO, fois exponentielle moins xi carré t, okay, parce qu'il y a le moins xi carré devant, et c'est une équation en t, ça fait exponentielle moins xi carré t. Et maintenant, on doit déterminer a de xi. Donc A, comme l'équation, comme le DO elle dépend de xi, évidemment A dépend de xi, donc il faut déterminer A de xi. Et pour faire ça, on a juste à voir que c'est la condition initiale qui nous le donne. Donc ici, on peut se resservir de ça pour comprendre ce que ça veut dire. Et donc, A de xi, c'est simplement la fonction f de u de t xi en 0, et ça, f de u de t xi en 0, en t égale à 0, bah, c'est la transformée de Fourier de la condition initiale u0. Donc on obtient que a, la fonction a qui dépend de xi, c'est la transformée de Fourier de la condition initiale u0. Okay. Ok, et donc, on voit que la transformée de Fourier de notre solution U, alors
on s'est donné au départ, je vais sauter une ligne, une solution U de l'équation de la chaleur, et on essaye de déterminer un peu à quoi elle peut ressembler. Okay. Donc on sait qu'elle a des solutions, donc on sait qu'elle vérifie cette équation, et après on a déroulé ce qu'on a fait. Donc maintenant on est arrivé au fait que la transformée de Fourier de cette solution qu'on s'est donnée, une solution qu'on a supposée assez régulière pour faire tout ce qu'on a fait, sa transformée de Fourier est donnée par l'expression qui est écrite en avant-dernière ligne, la transformée de Fourier de la condition initiale fois une exponentielle moins xi carité. Et donc, on arrive ici, on fait la transformée de Fourier inverse, et donc on obtient l'expression qui est écrite ici. Okay, donc là, on est content parce qu'on a une expression de la solution qu'on va juste simplifier un peu. Alors, pour simplifier un peu, il y a un petit calcul qui est très détaillé, mais qui n'est pas compliqué. Donc, on sait que U est donné par la transformée de Fourier inverse d'une certaine fonction de xi. Alors maintenant on réécrit un peu tout ce que veut dire toutes ces choses là, j'ai même mis des couleurs pour qu'on s'y retrouve. Donc d'abord en rouge c'est le côté transformé de Fourier inverse. Okay. Après dans la parenthèse orange, là c'est la transformée de Fourier de la condition initiale U0, et enfin il y a l'exponentielle moins xi carité. Et alors pour se démêler de tout ça, on va faire une interversion d'intégrale, un théorème de Fubini, donc il faudrait justifier. Et donc on intervertit les deux intégrales et on sort U0 de U0. Et faisant ça, ça nous permet de faire apparaître dans la parenthèse la transformée de Fourier d'une gaussienne. Donc c'est la dernière ligne du calcul qui est indiquée là. En fait, on voit que c'est l'intégrale du produit entre U0 et la transformée de Fourier d'une gaussienne. Donc ça, on le calcule. Alors c'est pas un calcul évident. C'est pas un calcul évident quoi. Et on trouve que, en fait, c'est une propriété, vous allez vite voir, la transformée de Fourier d'une gaussienne, ça reste une gaussienne. Alors il y a une normalisation, etc., mais donc ça reste une gaussienne. Et donc on trouve l'expression qui est écrite voilà, ici, que U c'est donné par donc l'intégrale de U0 fois une certaine gaussienne en x moins y. Et donc on reconnaît une convolution entre la donnée initiale U0 et une certaine fonction qui est écrite tout en bas là, qu'on appelle le noyau de la chaleur, okay, qui est une gaussienne centrée avec une variance qui est racine de 4t. Bon, je ne sais plus si c'est la variance ou la variance au carré. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Bon, c'est tout. Ah oui, donc là on a trouvé une expression explicite et vraiment explicite quoi, de la solution de notre équation. Et donc, notamment, ça nous montre l'unicité de la solution, parce qu'on s'est donné au départ une solution de notre équation régulière, et on a prouvé qu'elle ne pouvait être que de cette forme-là, de la forme de la convolution avec le noyau de la chaleur. Et donc ça montre l'unicité de la solution. Et ça nous donne une formule explicite, et je vous rappelle que c'est rare d'avoir des formules explicites en EDP. Et donc après, il faudrait, pour finir une preuve de caractère bien posé, maintenant qu'on a montré que la solution elle est unique, il faut aussi montrer que cette forme-là de solution, c'est bien une solution, donc il faudrait montrer qu'elle satisfait l'EDP, donc avec des dérivations sur l'intégrale. Alors, c'est peut-être des questions qui vous sont venues. En fait, il y a certains endroits où je vous ai un peu arnaqué. Notamment, vous avez peut-être remarqué que le noyau de la chaleur, là, il est défini que pour t strictement positif. Sauf que nous, l'équation, on veut pouvoir évaluer la solution en 0. Donc, c'est pas. Donc, en fait, il y a des petits endroits où il manque des choses. Donc, il faut adapter un peu la preuve. On ne peut pas définir la solution en 0. Il faut que la définir pour des temps positifs. Et du coup, il faut adapter un peu le résultat. Donc, ça donne ce résultat un peu moins joli. Alors, qui nous dit, on va essayer de le commenter quand même, qui nous dit que pour toute condition initiale U0 dans l'espace de Schwartz, il existe une unique solution, mais donc U qui est définie que pour les temps strictement positifs. Et donc, il satisfait trois choses. D'abord, elle satisfait l'équation dérivée partielle à proprement parler. Ensuite, il faut adapter la condition initiale. On ne peut plus dire U évalué en 0 est égal à U0 parce que
Elle n'est pas définie en 0, U, et donc on demande une convergence uniforme vers la solution initiale, la condition initiale, oui, pardon. Et enfin, il y a un critère technique qui apparaît dans l'épreuve, qui demande, alors, j'ai écrit que le côté, la formule, quoi, mais en fait, ça demande que la fonction U, elle soit dans l'espace de Schwartz uniformément par rapport à t. Donc ce qu'on voit après le sub de 0t, c'est les semi-normes de l'espace de Schwartz. Et on demande que ces semi-normes soient bornées uniformément par rapport à t dans un intervalle borné. Ça nous sert à deux endroits notamment. Ça nous sert... Hop. Ça nous sert pour appliquer le théorème de dérivation sur l'intégrale par rapport à t, là, à gauche, d'être uniformément dans Schwartz. Et donc ensuite, ici, là, on peut plus juste dire A, c'est égal à la transformée de Fourier de U0. Et donc là, on se sert de la convergence uniforme vers la solution, la condition initiale, vers U0. Et... ici aussi, je crois que pour Fubini, il faut retrouver le caractère, le critère technique du point 3. Et une fois encore, on a le fait que évidemment, la solution est donnée par la convolution exponentielle de la chaleur. Voilà. Donc, une petite simulation pour faire une simulation. Tac. Alors, donc, on part d'une condition initiale qui est C infini à support compact. Alors là, ça ne se voit pas très bien qu'elle est C infini, mais bon, elle l'est. Si on était un peu plus précis, ça le serait. Mais c'est bien une fonction C infini à support compact. C'est exponentielle. C'est exponentielle moins 1 sur 1 moins x 2, je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça. Donc, enfin, ça c'est pour x strictement inférieur à 1 et 0 ailleurs. Et on peut vérifier que ça c'est bien une fonction C infini à support compact. Alors ça c'est des simulations que j'ai fait avec enfin du coup c'est pas des simulations que j'ai fait avec la formule explicite. C'est pas des choses qui sont obtenues avec des schémas numériques. Ok. Alors donc on lance ce que ça donne avec l'équation. Donc on voit que ça devient immédiatement une gaussienne. Immédiatement ça se soulève. On va essayer de le remettre. Non, il continue. Ok. Donc on part d'un truc assez concentré et ça devient une gaussienne immédiatement, ça a bien la forme d'une gaussienne et enfin c'est pas une gaussienne explicitement mais ça ressemble plus à une gaussienne. Et alors je fais souvent ce mouvement-là, ce qu'on appelle, ça diffuse en fait, c'est un peu l'intuition qu'on a avec la chaleur, que la chaleur se diffuse sur la barre. Et en fait ça c'est ce qu'on appelle le caractère diffusif du Laplacien. Le Laplacien c'est la dérivée seconde en espace. Je crois que c'est ce que j'avais marqué dans le truc. Et donc ça c'est un truc général que quand on a une dérivée seconde en espace dans une EDP, ça a un caractère diffusif, ça diffuse la solution dans l'espace. Et donc c'est ce qu'on obtenait ici aussi. Et alors il y a un deuxième effet du Laplacien que je voulais illustrer, c'est l'effet régularisant. Alors du coup, dans le cadre fonctionnel de l'exposé, ça n'a pas de sens parce qu'on choisit d'étudier des fonctions régulières. Donc enfin, à partir de conditions initiales régulières, on étudie des fonctions régulières, des solutions régulières, pardon. Mais en fait, ce cadre-là, il est fait parce que les outils ils sont accessibles pour résoudre et que quand on veut faire des solutions moins régulières, c'est des outils moins accessibles. Mais en fait, la formule de la solution qui est donnée par une convolution, cette formule-là, elle reste vraie pour des solutions moins régulières.
Et vous savez sûrement que quand on fait une convolution, ça a un effet régularisant. La régularité, c'est celle de la fonction la plus régulière. Ici, la noyau de la chaleur, h de t, il est régulier, enfin, c'est infini par rapport à x. Donc, la solution, enfin, ça a un effet régularisant sur la solution, même en partant de données initiales pas du tout régulières. Donc là, on va regarder deux simulations à partir de deux fonctions. Donc là, une fonction discontinue, enfin, oui, par plateau, quoi. Et après, on fera un Dirac, donc c'est même plus même plus une fonction. Alors, donc d'abord le plateau. Donc on part d'un plateau et on voit que immédiatement la solution est régulière. Pour recommencer au début, immédiatement c'est régulier et ça ressemble à une gaussienne et on voit toujours l'effet diffusif de la solution. Après ça s'atténue un peu. Voilà. Je le remets une fois peut-être. Bon, ça fait une diffusion d'une gaussienne. Et pour le Dirac, ça spoil le truc, on part d'un Dirac et immédiatement ça ressemble. Enfin, du coup, là pour le coup, quand on prend un Dirac, la solution c'est une gaussienne. Et donc, pareil, c'est immédiatement, dès les temps positifs, c'est régulier et il y a une diffusion de la solution. Voilà. Bon, toujours un Dirac qui se diffuse. Bon, c'est tout ce que j'avais prévu ce dont j'avais prévu de parler aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez des questions. Oui. Si on prend deux plateaux, oui, oui, oui. Euh, je pense que ça finit par. Donc, au début, ça fait un peu deux gaussiennes séparées, et au fur et à mesure, au début, comme en fait les gaussiennes au début elles sont assez centrées, puis après elles se diffusent. Donc au début elles sont très centrées, et après elles doivent finir par se rencontrer au milieu. Et en fait, en temps long, on a vu ça fait qu'une gaussienne de loin, quoi. Ouais, deux ondes qui, au fur et à mesure, l'onde du milieu, elle se voit moins et ça doit finir par faire un. De toute façon, ça tend vers un truc plat à zéro, quoi. Oui, tout de suite lisse, ouais. Oui, voilà, ouais. Ouais. Donc non, enfin, alors, donc, enfin, je parle de ça, mais moi je fais pas des équations paraboliques. Et moi, c'est pas ce que je fais en général. Mais il y a quand même beaucoup d'équations où il y a un Laplacien avec d'autres choses, notamment dans dynamique des populations. Souvent, il y a un terme de Laplacien qui est un terme de diffusion, parce que les populations se diffusent, et il y a un terme de réaction, donc de création de mort, de réaction entre différentes populations, qui a d'autres par rapport, par exemple, le fait de faire avancer les ondes, enfin les fronts, etc. Euh, et donc, à ma connaissance, non, enfin, le noyau, il apparaît pas dans. Enfin, si on met autre chose en plus, il va pas apparaître. Mais bon, je suis pas un expert de ces équations, donc je pourrais pas te répondre précisément. Oui, oui, parce que c'est la solution, enfin, c'est le noyau qui sert à la solution de la chaleur, quoi. Ouais. Je n'ai pas parlé. Du coup, c'est une approximation de l'unité en fait. Enfin, ça se voit sur l'effet qu'il a sur la fonction. Donc c'est pour ça que c'est régularisant et c'est pour ça que ça. Enfin oui, voilà, c'est une approximation de l'unité. Ouais. Ouais.
Non, il y a des versions non linéaires aussi, oui. Oui. Je suis pas trop expert non plus, mais je sais que ça bosse. Enfin, je pense que l'équation de la chaleur, ça se résout beaucoup dans des espaces C2 en fait. Et après, Sobolev, j'imagine que lui aussi. Euh, mais là, je, je suis pas assez expert pour répondre à ça. Oui. Moi, je fais c'est plus enfin, en test, c'était des équations hyperboliques. Donc, les équations hyperboliques, c'est ce qui modélise l'évolution des fluides. Enfin, enfin, c'est notamment les équations de la mécanique des fluides. Bah donc il y a l'équation de l'air, Navier-Stokes aussi, mais ok, non linéaire. Et donc bon, typiquement l'équation la plus classique hyperbolique, c'est l'équation de transport. Donc que la dérivée en temps plus un terme de transport qui est un terme de dérivée d'ordre 1. Donc ça c'est une équation de transport linéaire. Euh, et donc ça s'appelle transport parce que si on prend une condition initiale de n'importe quel type, bah, la solution c'est une solution qui avance à vitesse c vers la droite. En fait on la résout avec la méthode des caractéristiques de manière explicite. La solution c'est la condition initiale en x moins ct. Donc ça avance à vitesse c. Okay. Et donc après il y a des versions non linéaires de ça. Par exemple, l'équation de Burgers, qui est assez connue, où on met donc c'est un u dxu égale à 0, ou enfin, c'est pareil que de dire dxu carré. Et moi je faisais des systèmes d'équations, donc bah, c'est pareil, mais on met des u, maintenant c'est un vecteur, et on met des matrices devant les dérivés, qui éventuellement dépendent de la, de l'inconnu. Et j'essaye de montrer. Alors, du coup, moi, ce que je faisais, c'était, je faisais des approximations de ça. Donc, je disais que U, c'était, euh, il y avait un paramètre epsilon dans l'équation, et je cherchais U sous la forme d'une solution approchée. Et donc, ça nous donnait accès à d'autres systèmes hyperboliques qu'il fallait résoudre. Et par contre, ce qu'on faisait, c'était du caractère bien posé. Donc, il fallait montrer qu'il existe une solution, une unique solution à ça. Et là, du coup, moi, je faisais ça dans les espaces de Sobolev, plutôt.